Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Cube, un des derniers dans le format actuel aussi, alors que ça s'en vient très vite, notre saison d'automne. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi hier à l'épisode, dans tous les épisodes de mes collègues, c'est la grosse nouvelle radio, nouvelle mise en onde qui s'en vient au 99.5. Ouais, 99.5, ça va être désormais la fréquence sur laquelle vous allez pouvoir nous écouter à partir de très, très bientôt. On va lancer une nouvelle saison et c'est la famille Leclerc là, qui possédait Weekend qui opère un changement. Désormais, on va avoir de la diffusion de Cube, de toutes nos émissions d'affaires publiques, de politique, d'actualité, de divertissement. Tout ça, ça va être disponible là, très, très bientôt sur les ondes. Vraiment un plaisir. Ça fait des années qu'on travaille ici à Cube, qu'on est sur le web, qu'on vous accompagne, qu'on a du plaisir à créer des émissions. Maintenant, de pouvoir les diffuser dans de la radio plus conventionnelle. Ben, c'est un privilège, c'est un honneur. On va continuer aussi à être sur le web, on va continuer à être à la télé. On va faire toutes ces choses-là, mais en plus, on va aller rejoindre des auditeurs plus classiques, plus traditionnels. Les gens dans leur auto qui reviennent du travail ou qui s'en vont au travail ou qui sont coincés dans le trafic dans presque tous les cas. C'est notre collègue Benoît Dutrisac qui, vous le savez, est un fan fini de trafic, hein? Un amateur, un enthousiasme de la région montréalaise puis de la manière dont on est capable de se transporter puis de voyager un peu partout autour. Ouais, qui disait avec justesse hier dans une conférence de presse, les auditeurs de Montréal, les automobilistes de Montréal, après ceux de Toronto au Canada, ben c'est dans ceux qui passent le plus de temps de leur vie au complet dans le trafic. Là. En moyenne, quoi? Je pense en région de Toronto, c'est quasiment 50 quelques heures que les gens passent par année dans le trafic et plus. Ben là, c'est à peu près la même affaire à Montréal, un peu moins. Donc, on va pouvoir vous accompagner durant ces longues périodes, essayer de vous rendre plus zen ou peut-être plus fâché, plus conscient, plus informé sur toutes sortes d'enjeux. Sérieusement, c'est un très, très beau défi puis un honneur là, qui s'en vient pour nous autres ici à l'équipe de Cube. Très hâte déjà d'entendre mon collègue Mario Dumont dès le matin qui va être le Morning Man. Et ça va s'en suivre après ça, mais avec des gens qui sont soit de retour à la radio, soit qui font une re-rentrée, si on veut. Ça va être Isabelle Maréchal, ça va être Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Sophie Durocher. Ça va barder sur vos ondes d'ici le début de l'automne. Attachez votre tuque, ça s'en vient. C'est un nouveau chapitre. On est excités puis on espère que vous autres aussi. Sinon, on continue à suivre tout ce qui est dégâts de la tempête Debby. C'est assez majeur, merci. Là, on parlait de voitures inondées, de stationnements remplis, de viaducs puis d'autoroutes qui sont pas réouverts encore aujourd'hui. Mais là, c'est les agriculteurs. Puis quand ça touche nos cultures en ce moment, là, surtout dans le contexte actuel qui est assez difficile, merci pour nos agriculteurs et agricultrices, ouf. Je trouve que c'est une tuile de plus qui s'abat sur eux autres. On avait une bonne saison maraîchère, somme toute. Les fraises du Québec, ça roulait au toast. On avait toutes sortes de produits qui arrivaient puis qui arrivaient bien. Là, c'est sûr que quand tu ajoutes 160, 170, 200 mm de pluie dans certaines régions du Québec, ben, ça vient de gâcher les cultures sur un moyen temps. Là. Et là, on dit que c'est non seulement l'eau qui doit être drainée des champs, on doit l'enlever, on doit sortir les cultures qui sont complètement submergées, mais en plus, après ça, c'est les champignons qui viennent s'installer. Puis ça, je trouve que c'est autrement plus dangereux, plus inquiétant aussi, parce que je veux bien, là, tu sèches tes légumes, tu sèches tes cultures, tu es capable de sortir l'eau de là, mais après ça, tout ce qui s'installe, si tu n'as pas d'antifongicide ou de toutes sortes d'engrais antifongiques, ben, tu n'es pas capable de tuer tout ce qui est le champignon. Là. Ça se développe de manière microscopique, ça va pousser partout, puis ça va venir ruiner tes cultures. Puis là, on explique que pour aller utiliser des fongicides, d'habitude, il faut demander au gouvernement du Québec, il faut demander au gouvernement du Canada. Là. C'est des produits qui peuvent être super dangereux. Et là, c'est habituellement une autorisation. C'est comme 4 à 6 semaines pour avoir ça, qu'on dit d'habitude. 4 à 6 semaines. Là, le problème, c'est parce qu'il faut agir comme là, puis c'est urgent. Et là, ben, on a demandé des autorisations. On espère que ça va se faire de manière accélérée pour être capable d'empêcher la propagation de champignons. Parce que si ça se met à se répandre un peu partout dans nos cultures, dans les récoltes de nos différents agriculteurs, on va être honnêtement dans la mouise de leur côté. Puis c'est plate parce que les agriculteurs, on dirait que c'est de leur côté
tout tombe là, ces temps-ci. Des tuiles qui leur tombent sur la tête, a pu finir. L'inflation, ça les a frappés de plein fouet. Les taux d'intérêt qui augmentent, ça les a frappés de plein fouet. Après ça, il y a eu les températures un peu débiles qu'on a vécues. T'sais, heureusement, quand il faisait chaud, c'était pas chaud et sec, c'était chaud et humide. Là. Ça n'a pas créé nécessairement de grosses sécheresses, puis il y a des grosses pluies qui ont suivi après. Donc, de ce côté-là, on est correct. Mais règle générale, les dérèglements climatiques des dernières années n'ont pas aidé nos agriculteurs. Là. Des périodes de gel super hâtives ou super tardifs. On a eu droit aussi à... Écoute, dans des régions, il y avait eu de la grêle sur des cultures. Il y a eu des tornades, les vents violents, les restes de tempêtes comme ça qui lancent de la pluie partout dans les champs. Non, vraiment, c'est difficile pour nos agriculteurs. C'est pas pour rien qu'ils ont demandé de l'aide et qu'ils ont manifesté assez souvent merci là, dans les derniers mois. On espère pour eux. Je me croise les doigts, très sincèrement, pour que ça se passe bien, que les fongicides arrivent à temps, qu'on puisse sauver nos cultures. Honnêtement, nos agriculteurs méritent au moins ça. Sinon, hier, c'était quelque chose qui était à suivre, là, dès lundi soir, la fameuse entrevue, ou je m'excuse, j'utilise pas le terme que M. Musk lui-même voulait utiliser, la conversation entre milliardaires, entre Elon Musk et Donald Trump. Parce que là, c'est plus un secret, depuis la tentative d'assassinat sur M. Trump, Elon Musk est de son bord à 2000%. Il l'appuie officiellement, il n'arrête pas de dénigrer Kamala Harris, il passe la journée à tweeter et à tweeter et à tweeter. Je rappelle, c'est son propre réseau social, puis en plus sur X, il y a quelque chose comme 160, 190 millions d'abonnés, là, un espèce de chiffre super élevé. Bref, un de ceux qui a le plus de visibilité sur son propre réseau social, puis il l'utilise à tort et à travers, là, pour constamment faire la promotion de Donald Trump, pour repartager. Puis là, c'est important de le dire, là. Ce que je vais vous décrire, c'est pas mon opinion personnelle, c'est pas mes convictions politiques, c'est juste des faits. Elon Musk passe son temps à propager la désinformation puis des théories du complot sur son réseau social. Il passe son temps à dire des faits, des espèces d'affirmations sans fondement qui ne sont pas étayées par des faits. Puis il va laisser M. Trump, comme c'est arrivé hier, dire toutes sortes de choses complètement farfelues, fausses, déformées, exagérées. Je veux dire, c'est pas nouveau pour les politiciens de mentir, mais comme nous disait hier, dans notre dernier épisode, notre collègue Luc Laliberté, tu sais, dans son dernier point de presse qu'il a fait à Mar-a-Lago, il a dit comme 160 mensonges en même pas une heure. Tu sais, quand t'es rendu à presque 2, voire 3 mensonges à minute, il y a un problème, là. C'est que c'est plus juste mentir un peu ou déformer des faits ou jouer ses statistiques. C'est juste dire n'importe quoi. Comme c'est arrivé hier, durant la conversation qui a eu lieu entre les deux hommes. Entendre Donald Trump répéter « Ah, il y a au moins 20 millions de personnes qui sont entrées illégalement au pays, puis la majorité, c'est des terroristes. » OK. D'où vient ce chiffre-là? Pourquoi tu dis que c'est des terroristes? Est-ce que tu as la preuve de tout ça? Non, mais c'est des affirmations qui continuent de lancer comme ça, sans fondement. Évidemment, M. Trump et M. Musk de l'autre côté, là, oui, c'est sûrement vrai. Et tout ça, sur fond de problèmes techniques qui ont retardé cette conversation-là. Parce que c'est ça le plus drôle, peut-être. C'est que sur son propre réseau social, Elon Musk annonce en grande pompe, dit « On va converser ensemble, c'est pas une entrevue, venez voir ça, ça va être vraiment le moment de l'année pour apprendre à découvrir Donald Trump. » Et ça a bugué pendant 40 minutes avant que ça puisse enfin commencer. Et là, ce qui est encore plus, encore une fois, inquiétant, c'est que d'un côté, t'as Elon Musk qui dit « C'est des cyberattaques ». Lui il dit c'est un DDoS, là, une attaque par déni de service, là, quand des gens envoient des requêtes à l'infini pour être capable de bugger un site ou un système. Il dit c'est une attaque comme ça qu'on a subie hier. Ça paraît donc que les gens veulent tout faire pour empêcher Donald Trump de parler puis de s'exprimer. Donald Trump, il s'exprime. Il s'exprime pas mal, puis partout. Je pense qu'il n'y a personne qui l'empêche de s'exprimer. Surtout que non seulement on entendait M. Musk dire ça, selon le site américain, là, le média The Verge, qui s'est entretenu, c'était non seulement eux dans la conversation, mais ils se sont entretenus aussi avec au moins 2 sources à l'interne qui ont confirmé de manière anonyme qu'il n'y en avait pas de cyberattaque. Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eu. C'est pas ça, c'est des problèmes techniques, c'est des pépins, c'est une saturation du serveur de X qui n'est pas faite nécessairement, là, même dans leur espèce de nouvelle application, nouvelle extension pour faire des conférences de ce genre-là. C'est pas assez fort, semble-t-il, pas assez prêt pour être capable de soutenir des dizaines, des centaines de milliers, voire
éventuellement des millions de personnes qui viennent regarder tout ça. C'était pas prêt, fait que ça a bugué, ça a planté. Ça a fait la même affaire qu'avec Ron DeSantis, quand M. Musk avait fait à peu près la même chose lors de l'investiture républicaine. Et 40 minutes plus tard, on était en train de dire toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens dans cette conversation-là. Ça s'est allé de théorie du complot sur la frontière à immigration fausseté encore une fois. Regardez. Je vais pas m'épiviarder encore une fois. Je pense que vous avez tous déjà votre opinion est déjà faite. Hein? Je pense qu'il n'y a personne qui va se forger quoi que ce soit comme opinion sur Donald Trump à ce point ici, ni sur Elon Musk. Je vais quand même faire écouter quelques secondes de l'entretien pour vous donner une idée là, à quel niveau on se situe. Je vous laisse entendre ça. You know, the biggest threat is not global warming, where the ocean's going to rise one-eighth of an inch over the next 400 years. And you'll have more oceanfront property, right? The biggest threat is not that. The biggest threat is nuclear warming. Alors, M. Trump qui est là en train de dire « vous savez, le vrai danger, là, c'est pas les changements climatiques puis la montée des océans. Hein, on le sait, avec la fonte des glaces polaires arctiques, antarctiques, ben, on a un problème. Le niveau de l'eau sur la planète, il monte. Puis le niveau des océans va venir engloutir des îles, des littorales, réduire du territoire un peu partout sur la planète. C'est une des conséquences dramatiques, entre autres pour certains pays, puis des pays insulaires, là. Des pays qui sont juste des petites îles dans le Pacifique, dans l'Atlantique, c'est vraiment préoccupant pour eux. Mais M. Trump dit non, ça c'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est le réchauffement nucléaire. OK. Puis il dit, de toute manière, là, l'eau va monter, puis vous allez avoir encore plus de propriétés sur le bord de l'eau. C'est pas fantastique? Est-ce que vous êtes sérieux? Le niveau des océans monte, les changements climatiques sont à nos portes. Puis on a le candidat à la présidence qui nous dit « Ouais, c'est correct ça, il va y avoir plus de propriétés sur le bord de l'eau, ça va se vendre plus cher. » OK, j'en ai assez dit. Vous irez réécouter tout ça si ça vous intéresse. Très sincèrement, vous allez en entendre d'autres bonnes comme celle-là. Bienvenue ce matin à Cube.